Vous avez notamment rendu public un message explicite où on parle d'une balle dans la tête. On t'oublie pas, le jour venu, c'est la corde qui t'attend. De l'obstination, de l'intuition et pourtant une technique révolutionnaire qui inquiète, qui suscite de la défiance. Et ça, vous le ressentez auprès de vos patients? Oui, mais cette défiance est normale et ces doutes sont normaux. On sait qu'on a actuellement environ 60% de Français qui sont dans le doute et tout le rôle des médecins, tout le rôle des infirmières, des pharmaciens, c'est-à-dire tout le rôle de ceux en qui les patients ont confiance. Les patients ont confiance en leur médecin plus qu'en la médecine. Et d'être en quelque sorte ces passeurs scientifiques qui vont permettre aux patients, en conscience, de décider si oui ou non il va se faire vacciner. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de leur donner ce qu'on appelle le consentement éclairé, c'est-à-dire d'aller lire les études, de leur expliquer, de les discuter, de construire le soin avec le patient, et à partir de là, de faire tomber, comme des briques, un à un, les doutes pour arriver à cette option vaccinale. Le meilleur moyen, ce serait que vous soyez vacciné pour donner l'exemple, prioritairement? Ça peut l'être, mais très clairement, on voit bien que chez certaines personnes, vous pourrez toujours vous vacciner, et ils ne croiront pas en l'effet du vaccin. Je crois que ça passe surtout par l'explication, cette relation de confiance, cet acte singulier, ce colloque singulier qu'est l'acte médical. Cette défiance, elle se transforme parfois en haine. Vous, mais d'autres collègues médecins généralistes présents sur les réseaux sociaux ont reçu des messages d'insultes allant jusqu'aux menaces de mort. Vous avez notamment rendu public un message explicite où on parle d'une balle dans la tête. On t'oublie pas, le jour venu, c'est la corde qui t'attend. Vous refusez de vous inquiéter. Enfin, tout de même, c'est pas un message isolé. C'est plusieurs fois par jour, c'est quotidien. Oui, alors ce qui est plusieurs fois par jour, c'est les insultes. Il y a un mur qui est tombé depuis quelque temps. Les professions médicales, les blouses blanches, habituellement, sont des professions qu'on respecte, parce que c'est des professions qui portent le soin. Et on voit bien que depuis quelques mois, ce mur est tombé, et notamment sur les réseaux sociaux, l'insulte devient presque le fait commun. Et à partir de là, quand l'insulte devient le fait commun et que ce mur est tombé, on se dit, après tout, c'est des gens comme les autres, on peut donc les menacer. Et on a ces menaces qui surgissent. Alors on est dans une période qui est une période un peu extraordinaire. Ça fait maintenant 10 mois ou 11 mois qu'on est dans une crise. Dans cette crise, des gens ont beaucoup perdu leur métier, leur couple parfois. On le rencontre dans nos cabinets. Il y a des gens qui ont leur couple qui a explosé parce qu'ils ont perdu leur métier. Et ces gens-là qui sont en perte en quelque sorte, qui sont en perdition, vont basculer des fois dans ce côté sombre qui est le côté du complotisme parce que certaines personnes les manipulent en exprimant des idées qui font qu'on finit par transformer les conséquences en causes. Nous, médecins, nous, infirmières, nous, pharmaciens, nous sommes les conséquences de cette crise. Il y a un virus, donc on se met en avant pour porter des messages et on finit par penser que nous sommes la cause de la présence de ce virus et à partir de là, on devient les boucs émissaires de ces gens qui ont besoin de l'exutoire. Des messages qui s'intensifient à l'approche de la campagne de vaccination. Un homme s'est fait passer pour un de vos patients, vous a contacté par téléphone à votre cabinet, un individu atteint de pathologie psychiatrique. Et plus les personnes sont fragiles psychologiquement, plus elles sont susceptibles justement d'être happées par cette crise et de tomber du côté de c'est ça, c'est ce que l'on craint. Alors quand on lit les messages, on pourrait en rire parce que des fois c'est construit de façon assez abracadabrantesque, c'est sans queue ni tête. Donc on peut se dire après tout c'est plus rigolo qu'autre chose. Mais je crois qu'il faut le prendre très au sérieux parce qu'effectivement on a des gens fragiles en face et quelqu'un de fragile peut passer à l'acte parce qu'il peut prendre au pied de la lettre ce qui est exprimé dans tout un tas de messages. Le film Hold Up en a été un excellent exemple. On a dit que les médecins avaient inventé des cas de Covid, on a dit qu'ils cotaient Covid par intérêt économique, on a dit qu'ils avaient tué des personnes âgées en injectant du Rivotril dans les maisons de retraite, on a dit que le virus avait été fabriqué par l'homme dans un vaste plan mondial de domination et de génocide, etc. Donc quelqu'un qui va regarder cet échelonnement qui devient de plus en plus important, qui est de ce que Vincent Cespedes appelle dans le toboggan. J'ai perdu le terme. Plonge quoi. On plonge de plus en plus rapidement et on voit bien qu'à partir de là, si on croit à cela, il n'y a pas de raison. On peut très bien viser un médecin qui devient responsable de tous les maux de la Terre. Vous dites que la mise en ligne de ce documentaire a eu un effet accélérateur? Oui, très clairement. Très clairement, on a vu cette accélération à partir du moment où ce documentaire est sorti. Plus de 6 millions de vues, quand même, c'est pas rien. Hein. À partir de là, on voit bien qu'il y a une arborescence. Et puis surtout, il y a en quelque sorte un mur sur lequel ces gens peuvent s'appuyer. Il y a quelque chose qui a été vu par 6 millions de personnes. Je crois en ces idées, je ne suis pas seul. C'est moi qui ai raison. Et en face, j'ai mon ennemi qui est désigné, c'est la blouse blanche. C'est lui qui crée cette espèce de trouble, qui me met, moi, dans cette case où j'ai tout perdu.
Et il y a toutes les dérives possibles. Il y a certains médecins ont aussi reçu un courrier d'un groupe sectaire, une lettre d'avertissement avant, je cite, « poursuite pour viol du code de Nuremberg et atteinte à l'intégrité d'autrui ». Oui, ça paraît fou. Alors, il y a le groupe Qualité de vie de Christian Cotten, personnalité bien connue des milieux complotistes, et puis il y a le groupe aussi du comité de transition, qui est Éric Fiorile, qui sont deux groupes bien connus. Éric Fiorile, c'est les ronds verts, c'est les gens qui tracent les ronds verts sur les ronds-points pour montrer qu'ils sont existants. Et eux ne croient plus, considèrent le gouvernement comme illégitime depuis qu'on n'a pas reconnu la position des Français en 2008 sur l'Europe. Et à partir de là, on formait, disent-ils, un gouvernement en exil, mais un gouvernement en exil sur le territoire français, ce qui est assez curieux. Et donc, on y retrouve les anti-avortements, on y retrouve des catholiques intégristes, Civitas, etc. On y retrouve beaucoup de groupes d'extrême droite, et ils se sont maintenant penchés sur les antivax. Ils ont récupéré les antivax, et pour eux, comme pour Qualité de vie, si l'on se prête, nous médecins, à la vaccination, on obéit en quelque sorte à un vaste plan défini par le gouvernement, on devient collaborateur de ce gouvernement illégal, et à partir de là, ils demandent à ce qu'on dénonce les médecins qui se prêtent à ce genre de choses. On va afficher les photos des médecins, on va livrer leur numéro de téléphone, etc. etc. Ça va très loin. Ça représente quelle proportion, enfin, quelle est l'ampleur de ce mouvement anti-vax? Et vous dites qu'il faut vraiment taper fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut taper fort tant que ce n'est pas très important. Il y a des cas. Pour l'instant, ça reste marginal. Le seul problème, c'est qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui reçoivent et qui ne parlent pas. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, 60% de Français qui sont dans le doute. C'est une chose. Voilà, cette cible-là des Français, passez-moi le terme, c'est la nôtre, scientifique, pour essayer de les ramener à des degrés à la divers, science, évidemment. voilà, à des degrés divers. Mais c'est aussi la cible des antivax, qui vont profiter de ce double pour essayer de faire du prosélytisme comme tous les mouvements sectaires. Donc c'est pour ça qu'il faut casser la chose tout de suite, avant que ça devienne plus important. En faisant quoi concrètement? Vous avez porté plainte? Alors, ce que l'on dit aux médecins, c'est qu'il faut systématiquement prendre cela au sérieux, systématiquement déposer une main courante, signaler à l'ordre, se rapprocher de leur syndicat s'ils en ont un, déposer un signalement sur la plateforme Pharos. Tout cela, il faut le faire. Et puis, parallèlement, il faut que l'on occupe le terrain que l'on a perdu, parce qu'on a une part de responsabilité. La nature a horreur du vide. Si on a un développement de théories complotistes, c'est parce que peut-être on n'a pas assez expliqué le fait scientifique, et c'est ce que vous faites depuis des mois et que vous faites merveilleusement bien en démocratisant la science. Et c'est ce que l'on doit faire. Et c'est comme ça qu'on a créé une association qui est Citizen for Science, les citoyens pour la science, avec des scientifiques qui vont être chargés en quelque sorte de vulgariser les éléments scientifiques pour remplir ce trou qu'on a laissé vacant. En détricotant les fake news qui circulent le plus, celle en ce moment que vous entendez le plus revenir, c'est on est allé trop vite avec ce vaccin, et vous dites non, on n'est pas allé trop vite. Non, nécessité fait loi. On a une pandémie c'est extraordinaire, ça veut dire que l'ensemble des hommes de la Terre sont soumis à la même problématique. Ça a déstabilisé le niveau social, ça a déstabilisé le niveau économique, ça a déstabilisé sur le plan sanitaire, ça a tué des centaines de milliers d'hommes. Il fallait aller vite. Le drame, ça aurait été de ne pas aller vite. Et là, on a eu une technique, et vous en avez parlé, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et qui paraît avoir des résultats extraordinaires. On a vu 94% de réussite sur les études. Cette chose-là, il faut la mettre en place. Il faut expliquer les effets secondaires. Il faut expliquer ce qu'est la pharmacovigilance, ce suivi des patients qu'on va avoir pendant des semaines et des mois. Et il faut... Je vous en prie. Non, pardon, je ne voulais pas vous couper. Non, juste une remarque. On a dit souvent ici que la France était la championne du monde des anti-vaccins, mais ce phénomène que vous décrivez, il n'est pas isolé. On le retrouve dans tous les pays développés qui sont confrontés à la crise du Covid, et parfois de façon pire encore qu'en France. Je pense à ce qui se passe en Allemagne, où les théories complotistes ont été reprises par un parti institutionnel, l'AfD, le parti d'extrême droite, qui dispose de 90 ou 91 députés au Bundestag, qui milite non seulement contre le masque, mais dont certains représentants expliquent que l'épidémie n'existe pas, qu'elle a été inventée, etc. On n'est pas encore aujourd'hui en France confronté à un phénomène politique institutionnel de cet ordre. Il y a quand même une chose politique. On voit clairement que dans les anti-masques et dans les anti-vaccins, le masque est devenu un symbole politique et le vaccin devient un symbole politique. C'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, je fais partie des premiers lanceurs d'alerte qui ont dit on manque de masques, il faut des masques FFP2 pour les soignants, on va à la catastrophe, on va avoir des soignants contaminés, etc. etc. J'ai été vu comme
le porteur de lumière des gens qui étaient contre le gouvernement, parce que le gouvernement à l'époque disait il ne faut pas porter de masque. Quand il y a eu des masques et que le gouvernement a dit portons des masques, évidemment, nous n'avons pas changé le discours. On a dit il faut porter le masque, il faut continuer. À partir de là, on a été vus comme des collaborateurs du gouvernement et on est devenu l'ennemi de toute une part de gens qui politisent la science. Et le vaccin devient également un objet politique. Si vous favorisez ou si vous dites aux gens il faut se vacciner, vous devenez pro-gouvernement, puisque le gouvernement met en place le vaccin, et donc on voit l'ouverture vers le complotisme. Le vaccin est là pour asservir le peuple, etc. Alors, le Premier ministre a l'air confiant, Jérôme Marty. Ce que vous dites, vous, c'est qu'avec justement ces interrogations et autres, on n'a pas intérêt à se louper sur le calendrier, la logistique et le nombre de vaccins. Écoutez, je n'ai qu'une espérance, c'est qu'on ne se loupe pas sur les vaccins, comme on s'est loupé sur les masques et comme on s'est loupé sur les tests. Tout porte à croire que... En nombre et en logistique. Vous. Voilà, en nombre et en logistique. On sait que ce vaccin se conserve à moins 70, moins 80 degrés. On sait aussi qu'on peut le garder, le conserver pendant plusieurs jours à moins 5 à 0 degré. Donc on peut équiper nos cabinets avec des frigos, mais surtout on peut utiliser les centres Covid, c'est-à-dire ces fameux centres qu'on a mis en place avec les ARS ou avec les ordres des médecins qui maillent le territoire. On peut utiliser ces centres pour vacciner les gens et faire que de la vaccination. Parce qu'on sait aussi que ces vaccins sont multidoses. Ça veut dire que quand vous ouvrez une dose, il faut vacciner 5 personnes. Donc il faut qu'on ne fasse que ça. Et pour faire que ça, il faut des lieux dédiés. Alors ça ne peut pas être les vaccinodromes parce que le référentiel qu'on a n'est pas bon, ça avait échoué. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé à Charleville-Mézières. C'est un peu le même genre de choses pour les tests. On a bien vu que ça ne marche pas. Par contre, utiliser ces fameux vaccinodromes où les patients retrouvent leurs médecins ou les collègues de leurs médecins et des infirmières aussi, ça peut fonctionner. Vous serez vacciné, vous, très rapidement? Vous allez en faire la demande? Clairement, oui. Oui. Bien sûr. Les médecins pourront être prioritaires, vous pensez? C'est pas du tout dans le plan vaccinal pour l'instant? Non, dans le plan vaccinal, les prioritaires, pour l'instant, ce sont les personnes âgées en EHPAD et ce sont les personnels de santé plus âgés qui ont aussi des comorbidités. Voilà. Mais vous, en tout cas, rapidement, dès que possible. En attendant, on s'autoconfine avant de se retrouver en famille? C'est le conseil? C'est le bon conseil. La seule chose, c'est les 7 jours qu'on peut ne pas comprendre. Nous, on avait prôné 10 jours. Maintenant, bon, le gouvernement déjà a parlé d'autoconfinement. C'est en tout cas une des choses les plus prudentes pour diminuer le risque lors du repas de Noël. C'est pas forcément très bien compris. Hein. Non. Le jour du déconfinement, on demande aux gens de pratiquer un autoconfinement. Ça fait partie des grands paradoxes de cette crise. Mais bon, il faut rester philosophe, raisonnable et porter une parole scientifique, ce que vous êtes venu faire ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.